Et si on se penchait sur une véritable énigme au cœur de l'Europe? Une histoire de langues née dans les plaines de Sibérie qui ont fait un voyage de 4000 ans pour s'implanter là où on s'y attendait le moins. C'est l'incroyable saga des langues ouraliennes. Alors, quand on regarde une carte des langues en Europe, c'est assez frappant. On voit un immense océan de langues indo-européennes. Tout est plus ou moins lié. Et puis, au milieu de tout ça, on trouve 3 exceptions, 3 véritables îles linguistiques, le finnois, l'estonien et le hongrois. La vraie question, ce n'est pas juste de savoir pourquoi elles sont différentes, c'est surtout comment. Comment ces langues, qui ne ressemblent à rien de ce qu'on parle autour, se sont retrouvées là comme des pièces d'un autre puzzle perdu au milieu de l'Europe. Et ça, ce n'est pas juste une théorie de linguiste, hein. Les gens qui parlent ces langues le ressentent au quotidien. Pour un locuteur hongrois, écouter les langues voisines, c'est un peu comme capter une radio d'une autre galaxie. Il y a un fossé. En fait, ces 3 langues appartiennent à ce qu'on appelle la famille ouralienne. Et leurs grammaires sont de vrais trésors d'indices qui nous pointent loin, très loin vers l'Est. Pensez-y, pas de genre grammatical, donc pas de le ou de la. Et surtout, des mots qui fonctionnent comme des Legos. On ajoute des petites briques à la fin pour changer le sens. C'est une logique complètement différente. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que les linguistes avaient cette intuition depuis longtemps, mais c'est la science moderne, la génétique, qui a débarqué et qui a transformé cette intuition en une preuve quasi irréfutable. Le premier grand indice, c'est ça, l'aplogroupe N. Bon, le nom est un peu technique, mais l'idée est simple. C'est un marqueur génétique transmis uniquement de père en fils. C'est un peu comme un nom de famille, mais inscrit dans notre ADN. Et ce nom de famille génétique, il ne vient pas d'Europe, il vient tout droit de Sibérie. Et ce graphique, il raconte toute l'histoire en un coup d'œil. Regardez, chez les peuples de Sibérie, comme les Naganassans, ce marqueur est omniprésent, près de 80%. Ensuite, on le retrouve chez les Finlandais de façon non négligeable, et un peu moins chez les Estoniens. Le lien est là, sous nos yeux. En Finlande, le chiffre est même spectaculaire. Près de 2/3 des hommes portent cet héritage génétique venu de l'Est. C'est énorme. C'est un signal direct et puissant de cette migration ancienne. Mais alors, quid des Hongrois? C'est là que le puzzle se complique sérieusement. Si leur langue vient de la même famille, pourquoi est-ce qu'on ne trouve quasiment aucune trace de cette signature génétique chez eux? Où est passé leur ADN sibérien? Pour résoudre ce mystère, il faut faire un sacré bond en arrière. On part pour l'âge du bronze, il y a environ 4000 ans, à une époque où tout bascule à cause du climat et de la technologie. Tout commence avec une catastrophe climatique. Une sécheresse terrible frappe les grandes steppes et affaiblit les cultures qui y vivent. Mais plus au nord, dans les forêts de Sibérie, un groupe de chasseurs-pêcheurs est non seulement épargné, mais il détient un avantage décisif, une technologie révolutionnaire. Leur secret? La fonte à la cire perdue, une technique qui leur permettait de produire en série des armes en bronze d'une finesse et d'une efficacité redoutables. Face à eux, les autres cultures avaient l'air d'être à l'âge de pierre. Cet avantage technologique, ça a été leur ticket pour l'Ouest. Et voilà que, armés de ce bronze de qualité supérieure, de petits groupes de guerriers et de marchands se lancent dans une expansion incroyable vers l'ouest. Ils suivent les rivières, qui sont les autoroutes de l'époque, et progressent le long des forêts. Leur stratégie était, disons, assez pragmatique et brutale. Faire du commerce avec les peuples puissants et conquérir les plus faibles. On le voit très bien dans leur rencontre avec 2 cultures indo-iraniennes. Avec les redoutables guerriers de Sintashta, ils échangent. Mais avec les peuples d'Abachevo, plus faibles, c'est la conquête pure et simple. Et la preuve la plus glaçante de cette conquête, elle n'est pas dans des vestiges archéologiques, elle est dans les mots eux-mêmes. Le mot que les Indo-Iraniens utilisaient pour se désigner fièrement Arya est passé dans la langue uralienne pour devenir Orja. Sa signification, esclave. Et ça nous ramène enfin au mystère hongrois. Il faut s'imaginer une petite élite de guerriers, les Magyars, descendants de ces migrants, qui déferlent et conquièrent le bassin des Carpates. Ils sont très peu nombreux, mais ils imposent leur langue à une population locale beaucoup, beaucoup plus grande. Le résultat, des siècles plus tard, leur ADN sibérien originel a été complètement dilué, noyé dans la population locale. Mais leur langue, elle, a survécu. Ce long périple de 4000 ans explique donc parfaitement le paysage linguistique qu'on observe aujourd'hui. C'est une seule et même famille, née en Sibérie, mais dont les membres sont maintenant séparés par des milliers de kilomètres et des millénaires d'histoire. Il suffit de regarder des mots aussi basiques que eau, main ou feu, on voit tout de suite que le finnois et l'estonien sont extrêmement proches, comme des frères et sœurs. L'hongrois, lui, est clairement de la même famille, mais il a plus changé, c'est le cousin éloigné. Et cette image de frères, sœurs et cousins éloignés, c'est exactement le sentiment qu'ont les locuteurs aujourd'hui.
Une racine commune, bien sûr, mais des chemins qui se sont séparés il y a très, très longtemps. L'héritage de cette épopée est donc double. D'un côté, il y a une certaine tristesse, avec beaucoup de petites langues oraliennes qui sont aujourd'hui en train de disparaître, mais de l'autre, il y a cette incroyable résilience, avec le finnois, l'estonien et le hongrois, qui sont devenus le cœur battant de nations modernes. Finalement, si on devait résumer toute cette saga de 4000 ans en un seul mot, ce serait peut-être un mot finnois, sisu. C'est cette idée d'une détermination farouche, d'une force intérieure qui se révèle face à des obstacles qui paraissent insurmontables. Et c'est sans doute ce sisu qui a permis à une poignée de migrants de l'âge du bronze de porter leur langue depuis la Sibérie jusqu'au cœur de l'Europe d'aujourd'hui.